Ok. Donc, depuis ce matin, on s'est attaché à se demander quel était l'impact qu'on allait avoir sur des projets. Et donc, cette thématique, accompagner et convaincre, nous a amené à comprendre on allait amener à des acteurs des compétences en termes potentiellement d'outillage pour eux, puisque nous, en tant que UX designer, on peut faire quand même pas mal de choses. Et donc, on va les amener potentiellement à trouver des solutions et à les épauler pour que le projet puisse avancer comme il se doit. Et donc là, c'est toute la vision qu'on peut avoir de l'interaction avec le chef de projet et donc l'accompagnement au changement du chef de projet qui porte sur... on était resté sur quatre facteurs avec l'OMOC que Jean-Charles Anglaise nous avait montré ce matin. Donc c'est un peu les quatre axes qu'un chef de projet peut avoir en termes de changement. Donc on a le changement en termes d'outils, donc c'est le sujet pur sur lequel on travaille. On a le changement métier, donc il va y avoir un impact vis-à-vis d'un métier grâce à notre création. Le changement organisationnel, qui correspond vraiment à la structure, et le changement de culture, qui est, euh, qui est, qui est lié encore une fois à cette organisation, mais voilà, avec sa culture et ses valeurs internes. Et donc, on est arrivé à terme de la matinée à se dire que ces quatre axes, c'est quelque chose qui est en lien avec le changement. La personne la plus à même, normalement, de détenir les clés de tout ça, c'est la personne qui est en gestion du projet. Et que nous, en tant que UX designer, on leur apporte un outillage et une vision qui est très intéressant à mettre en œuvre en bonne relation avec eux. Ensuite, on est arrivé cet après-midi avec l'éthique et avec l'inclusion à se poser pas mal de questions. Pour l'éthique, ça a été plus de se demander si on devait avoir un référentiel assez correct de ce que la structure est aujourd'hui, dans la structure dans laquelle on travaille, quelle est sa relation avec l'éthique et donc avec ses croyances. Ça a été plutôt d'amener, d'avoir un sens critique vis-à-vis des gens avec qui on travaille et de la structure dans laquelle on vit pour pouvoir savoir quand on va amener potentiellement des valeurs un peu complémentaires, qu'on va essayer de changer un petit peu cette culture d'entreprise, va y avoir un impact potentiellement. Et donc il faut qu'on ait ce regard et qu'on sache qui sont les gens qui sont en face de nous. Par rapport à l'inclusion et à l'accessibilité, on était à peu près sur la même chose. Et là, c'était plutôt d'avoir un axe très pédagogique, ne pas arriver avec des gros sabots et de dire il va falloir modifier telle et telle chose, plutôt de faire prendre conscience de pourquoi on fait modifier les choses, pourquoi on s'intéresse à telle petite fonctionnalité qui va devoir être présentée d'une autre manière à cause de peut-être à cause de tel trouble qui va du coup poser un peu problème et il va falloir la modifier. Et donc là, avoir le côté plutôt pédagogue, c'est ce sur quoi on insistait quand même pas mal, Chloé, d'un côté de se dire, si on arrive avec du contenu un peu pré-mâché, les gens vont l'utiliser comme ça, et donc vont faire des copier-coller des règles. Et à côté, il va falloir aussi qu'ils mettent les mains dedans et qu'ils fassent eux-mêmes des audits un peu d'accessibilité pour pouvoir comprendre un peu les regards que tous les utilisateurs pourraient avoir. Donc voilà, les réflexions nous ont amené là, en sachant qu'en termes de changement, on va en amener des changements, et on va en amener de par nos réalisations. Et donc, il faut avoir déjà une très très bonne connaissance de l'entreprise, des acteurs du projet, de leur niveau d'appétence par rapport à certains sujets, pour pouvoir vraiment arriver d'une manière assez fluide. Donc voilà, le niveau auquel on était, normalement tout le monde a vu la conférence que tu avais fait sur le design de l'instant et les émotions. Mhm. Donc normalement on est tous au fait de ça. Et donc plusieurs questions vont s'offrir à nous sur ta vision par rapport à ça, et Mm. ensuite ta vision vis-à-vis de ce que tu proposes dans le design de l'instant Ouais. aussi. Et aussi. Et on va reboucler, je pense, avec les biais cognitifs. Je sais pas si vous... Parce que Ouais, il va y avoir un gros lien entre les deux top. qu'on va pouvoir être fait. Est-ce que c'est normal que je vois personne ou pas? Genre personne à sa caméra ou c'est je te vois que Ouais, toi, Pierre? ouais, non, personne n'a mis sa caméra. Vu qu'on va échanger, n'hésitez Ouais, pas je à veux mettre. bien. Si vous voulez venir, ça peut être sympa. Ouais, on s'est pas pouponné, mais.
Ne vous inquiétez pas, j'ai rien mis non plus ce matin. On mettra Mais... un filtre. C'est la magie de la technologie, non? Ouais. Je compte sur toi, Pierre. Donc ouais, n'hésitez pas à mettre votre Ouais, caméra. comme ça, on peut discuter. Ok. Alors, si vous avez des questions de base, n'hésitez pas. Sinon, je vais démarrer juste en vous partageant, déjà en faisant un premier feedback des choses que j'ai vécues d'un changement que je vois sur le marché depuis 2 petites années, quoi. Donc, mais si vous avez des questions avant, je prends parce qu'autrement, je risquerais de les oublier. Je vais peut-être les noter, que ce soit sur la conf ou sur d'autres, sur les émotions, sur le design, sur ce que j'ai pu aborder. Je sais pas si dans le chat. Ouais, Si vous pareil, voulez hein, parler, vous prenez la pouvez parole. parler aussi. Hein. Parlez-moi, pitié. Et d'ailleurs, petite parenthèse, toi, tu as pas mal avancé sur ce sujet-là depuis les dernières semaines, mois. Je sais que tu es toujours en réflexion pour structurer quelque chose d'assez concret sur le design de l'instant. Ouais. Ah oui, bah, j'ai pas mal avancé, mais du coup, j'ai rebouclé avec 2 sujets qui se sont rajoutés. C'est que je suis en train de croiser ça avec la théorie sur le désir mimétique, qui est passionnant. C'est incroyable de se dire que tout désir est mimétique. Donc, c'est de la psycho de base, hein, mais donc il y a un super bouquin qui s'appelle La jeunesse du désir. Et avec un autre livre qui est un de mes livres préférés de philo. Alors, si je peux vous donner un premier conseil, c'est lisez de la philo. C'est le meilleur truc en design. Ça va faire évoluer vos pratiques, vous permettre de vous questionner et vous apporter une créativité qui est complètement différente, vraiment. Et il y a un bouquin de philo que j'adore qui est vraiment incroyable, c'est Méditation sur la technique. Et en fait, si on parle, donc là, en parlant de conduite du changement, on est au cœur du truc de ce bouquin. Il replace vraiment dans la sémantique, qu'est-ce que la technique? C'est quoi la différence entre la technique, la technologie, un usage? C'est quoi le propos de l'humain? En fait, qu'est-ce que l'humain est censé faire? Et comment on interagit en fait avec ces différents éléments? Et pourquoi le savoir-faire et la technique a une place clé dans le développement de l'humain, dans la façon d'être heureux, dans sa créativité, etc. Donc on parle vraiment de création et de création de valeur, de service, et on fait le lien en fait avec le but, en fait, la quête de sens, en fait, qu'on peut tous avoir. Et du coup, croiser ces 2 bouquins qui est Méditation sur la technique, donc c'est euh, José Ortega, je crois, si je dis pas de C'est ça. bêtises de mémoire, c'est ça? José Ortega et Gasset. Ce philosophe est incroyable. Vous pouvez lire même tous les autres. C'est un tout petit bouquin, par contre, il donne mal au crâne. Hein. Genre, tu lis 2 pages. En fait, pour le coup, tu fais vraiment une méditation toutes les 2 pages. Parce que ça chamboule et c'est très condensé. Par contre, chaque phrase a vraiment un impact et c'est vraiment quelque chose qu'on peut analyser, réfléchir et questionner. Et pareil, le désir mimétique, c'est hyper intéressant parce que à partir du moment où, en fait, ton désir est mimétique, c'est-à-dire qu'en fait, il a une antériorité, ça veut dire que tu n'es pas libre. C'est-à-dire que tu n'es pas vraiment libre de désirer ce que tu veux. Donc, c'est tout un sujet de psychologie, mais ça m'intéresse beaucoup par rapport au design émotionnel et au design de l'instant, en fait. Parce que je me pose en ce Et, moment toute la question de la manipulation par les émotions. Et donc, du coup, ça touche à ce que j'appelle, voilà, ce que moi j'enseigne, en tout cas, qui est action versus réaction. Quand tu es dans la réaction, tu n'es pas dans le choix, tu n'es pas dans la conscience, on n'est pas dans. Et là, je reboucle sur les biais cognitifs, c'est-à-dire que tu es dans un système automatique, tu répètes le passé, ce que tu as déjà fait avant, versus quand tu fais une action, tu décides volontairement, tu as fait un choix conscient parmi des options que tu avais de prendre une décision. Donc, bref, donc oui, je suis toujours dessus, mais je suis en train de croiser deux autres. Voilà, deux autres sources qui nourrissent en fait toujours ce concept. est-ce que le deuxième, ce serait pas la naissance du désir plutôt que la Euh, jeunesse du désir par Jean-Richard non, attends. Feynman? Euh, non, c'est Gourlian. Je t'envoie. C'est pas bien, j'envoie le lien Amazon. Hop. Mais ça, me posez pas de questions dessus. Hein. Je suis en train de tout éplucher. Hop, vous avez le lien sur méditation sur la technique juste au-dessus. Vous pouvez si vous voulez. Ah, genèse du désir. D'accord, j'étais Ouais. sur la jeunesse du désir. Ah non, pardon, c'est moi et ma prononciation. Ah ouais. Ah, du coup, c'est des choses assez bizarres sur Internet. Ne tapez pas forcément ça.
Ok, Ok, donc, voilà, ok, tu croises pour l'instant ça et ouais, ce sera ouais. intéressant d'en parler Je plus tard. suis vraiment en train de... C'est mon sujet. Je trouve ça passionnant. Ouais. J'essaie de nourrir de tout, toujours tout recroiser à chaque fois pour voir les liens que ça peut faire. Je vais vous faire un petit feedback, du coup, si ça vous va. N'hésitez pas à parler ou à... Franchement, moi, je suis là pour vous rencontrer aussi, hein, ça, le but, c'est que j'ai vraiment envie qu'il y ait un échange. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à me couper, il n'y a aucun problème. Euh, Ça, c'est- si on parle sur la conduite du changement, il y a un vrai, pour le coup, il y a un vrai changement dans notre marché depuis 2 ans et il y a une opportunité pour les designers. Designers, notamment ceux qui sont en UX. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, sur les... Alors, je parle en termes de typologie, faut pas... je vous raconte un peu juste l'histoire. Moi, je suis designer d'expérience, du coup, je fais de la strat. Je fais de la strat de l'UX. Et en fait, finalement, je suis montée le design. J'ai une vision, ce que je porte, c'est le design au niveau de l'entreprise. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que des designers soient au niveau décisionnel dans une entreprise. C'est-à-dire qu'on soit à côté, en fait, typiquement de la tech ou du business et qu'on puisse discuter des enjeux. Parce qu'en fait, c'est là où on a vraiment un impact et c'est là où, en fait, on peut décider, où il y a toute la chaîne derrière de conséquences. Et ce qu'on peut voir, en tout cas, moi, ce que je peux remarquer dans le studio de design que j'ai, les projets que je fais avec mes clients, c'est que depuis, on va dire, ça a démarré très doucement il y a 3 ans où j'ai commencé à avoir des signaux. Et là, en fait, cette année, c'est un peu l'explosion là-dessus. C'est qu'on vient me commander une mission classique en disant, bon, bah, OK, on veut restructurer, refondre notre expérience utilisateur par rapport à la concurrence. On veut refondre un produit, on veut lancer une nouvelle offre, on veut se lancer sur un nouveau marché. Donc voilà, on vient avec un objectif. Et donc ça, c'est l'objectif. Et ils se sont dit, bon, bah ok, super, on a commencé à intégrer, de se dire, c'est bien d'avoir un designer d'expérience, ça va nous aider. Donc là, la connexion est faite, très cool. On commence à travailler dessus et très tôt, selon votre méthodologie, vous allez pouvoir ouvrir ou fermer le projet. Et c'est là où vous allez avoir un impact. C'est là où, en fait, on peut avoir vous pouvez avoir une nouvelle dimension à votre métier et notamment prendre part à la conduite du changement plutôt que de la subir et d'être un morceau clé de la conduite du changement. Vous allez pouvoir être au cœur de la conduite du changement. Pourquoi? C'est-à-dire que quand on démarre, selon comment vous allez faire vos ateliers d'accompagnement client, vous allez pouvoir plus ou moins monter dans le projet ou descendre dans le projet. Monter d'un point de vue stratégique, descendre au niveau de la prod. Donc, si dans vos premiers ateliers, quand vous démarrez, vous restez sur uniquement le besoin de votre client, qui est de se dire, par exemple, je veux une refonte ou je veux ceci, je veux cela, et que vous ne questionnez pas, que vous partez classiquement, et c'est très bien à faire, vous faites la recherche utilisateur, vous faites vos définitions, vous proposez vos nouveaux parcours, vous proposez votre refonte, ok, super. Mais tout ça, ce n'est pas intégré à l'entreprise, au monde de l'entreprise, c'est un mode projet. Si vous arrivez au départ avec un atelier, mais un atelier qui est vraiment, ça va vous permettre de prendre la température. Je ne vous dis pas que ça marche à tous les coups, mais prenez la température. Où vous commencez à poser la question de se dire, attendez, ok, on va faire cette refonte-là. Ça va être quoi l'impact sur vos équipes en interne? Si moi, je mets un truc très simple, hein, je commence à traquer, vous voulez de l'analytics. Ok, on va traquer tout ça. Qui en interne est chargé d'analyser la data? Est-ce que vous savez le faire? Est-ce que vous avez des équipes? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez sous-traiter? Idem, vous me dites, bah, très bien, on va se lancer sur un nouveau marché, machin, on va avoir du coup un SAV, on va avoir des demandes dans d'autres langues, qui va traiter ça en interne? C'est juste des questions, en fait. Ça, à la base, on pouvait avoir, moi, quand je travaillais en agence, on pouvait avoir un directeur de clientèle ou un chef de projet qui allait poser ces questions et qui allait faire ce cadrage-là. Là, aujourd'hui, le client, moi, quand j'arrive, il n'y a pas de chef de projet. Il vient me voir pour faire sa refonte. Il y a plein de clients dans lesquels ils font appel aujourd'hui, soit à des freelances en design, vous allez voir, il y a des collectifs de freelance qui se montent partout et dans lesquels on récupère des projets, mais vraiment canon. Vous allez pouvoir être contacté en direct, vous pourrez être contacté dans différents types de structures, mais le côté chef de projet qui, des fois, peut être aujourd'hui sur le marché vu un peu des fois comme passe-place, qui est un peu un souci, vous n'allez pas forcément en avoir de chef de projet. Et donc là, vous avez une opportunité dans vos premiers ateliers. Si vous êtes capable de cadrer votre atelier de démarrage, de kick-off en fait, de projet, en disant, OK, vous cadrez les objectifs de votre projet, vous êtes capable de poser des questions complémentaires, d'amener des questions dans lesquelles pour faire réfléchir votre client à l'impact de ce qu'il est en train de faire. Le but, c'est toujours d'être positionné en posture conseil, en fait. Et vous allez le conseiller en disant, OK, moi, je comprends ce que tu veux faire, mais c'est mon job de se dire, bah, voilà les impacts que je vois de ton projet. Et que ce soit des impacts aussi bien sur l'accessibilité que, je veux dire, de se dire à partir du jour au lendemain où tu te dis, bah, OK, on va faire une interface pure vocale, bah, ça va te potentiellement poser des problèmes d'accessibilité. D'une autre manière, si tu te dis, bon, bah, OK, on va changer
de l'inclusivité, quand tu te dis, bah, OK, je coupe, à l'époque, on avait un point info je sais pas, dans une corner, dans une boutique, et là, tu te dis, bon, bah, OK, moi, je veux plus de personnes, je veux faire tout digitaliser, tu as forcément une problématique d'inclusion qui va arriver à un moment donné. Donc ça, de lui permettre de visualiser, de mesurer l'impact dès les premiers ateliers, non pas en disant, en arrivant en étant dans le côté négatif, genre votre client, il a une idée, c'est comme tout le monde. Quand tu as une idée, quand tu as envie de faire quelque chose, c'est de la motivation. Donc, c'est de l'énergie positive. Donc, il faut continuer à le driver dans quelque chose de positif, mais juste l'amener à se poser des questions en disant toutes les questions qu'on soulève là, mieux vaut les soulever maintenant que plus tard, parce que ce sera dangereux pour ton business. Donc, si vous arrivez à faire ça au cadrage, bah, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je me récupère des projets où à la base, on vient de dire, OK, est-ce que je peux avoir de la strat produit sur cet élément? Je passe à, ah bah finalement, est-ce que tu peux faire la strat produit du projet complet? Ah, finalement, on fait quoi? C'est quoi mon but? C'est quoi la vision de ma boîte dans 5 ans? Et là, vous avez changé d'échelle complètement. C'est-à-dire qu'à la base, on m'appelle pour faire une modif de prod ou pour améliorer une expérience utilisateur d'un parcours. Et en quelques ateliers, donc ça ne se fait pas en 2 claquements de doigts, hein, mais en 1 mois, généralement, à force de questions, etc., on se rend compte qu'en fait, ils ne sont pas si solides sur ce qu'ils veulent faire en bas et ça nécessite de remonter la chaîne pour bien structurer de pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on fait, quel est l'impact et qu'est-ce que je peux mettre en place concrètement pour avoir un cadre de travail dans lequel je sois à l'aise, que le client soit bien à l'aise, comprenne ce qu'ils sont en train de faire et démarre. Et pour moi, c'est une vraie opportunité pour les designers. Ce n'est pas un secret, j'enseigne à l'ESD. Mes étudiants, ils sont formés à ça dans le sens où je leur dis, si demain, vous êtes formé à faire de la prod, c'est très bien, mais si demain, vous voulez faire autre chose, sachez que vous avez cette capacité qu'on n'avait pas il y a 10 ans. En fait, il y a 5-10 ans, ce n'était pas possible de faire ça. Mais là, aujourd'hui, on arrive à un niveau stratégique. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est proche du business. On est très core business. Donc, pour vous donner un peu une image, quand vous allez bosser pour une entreprise ou pour un client, il faut que vous soyez capable de déterminer qu'est-ce qui drive la boîte. Il y a 3 solutions. Le business, la tech, le design. Ok, on peut faire un jeu hyper simple. Apple, qu'est-ce qui est drivé chez Apple? Qu'est-ce qui drive chez Apple? Business, design ou tech? C'est quoi l'option à la base? C'est drivé par quoi? Et jouer avec moi, je ne veux pas être toute seule jouer. Le design? Ouais, design à mort. Alors que si je prends Tesla, c'est quoi? La tech? Ouais. Si je prends Mixpanel, je ne sais pas si vous connaissez Mixpanel. On va prendre, qu'est-ce que je peux prendre? Si je prends Stripe. Stripe pour le paiement, vous voyez ou pas? C'est business. Non, tech, à mort. Stripe, par exemple, le premier truc, c'est te dire, c'est vraiment, tu as des API, tout est full tech. Ta tech, elle est... Et tu vois, et c'est pour ça que les boîtes qui sont drivées par le business, par exemple, tu vas voir qu'elles ne vont pas avoir de gros investissements dans la tech ou qu'elles sont capables de faire des schmilblick. C'est typiquement les projets que tu récupères dans lesquels tu te demandes comment ça tient des fois. Tu te dis, tiens, c'est marrant, ils ont fait une combinaison de plein de trucs et du no-code et du machin, etc. Ça tourne, ils font du chiffre d'affaires, tout va bien, mais ils sont un peu réticents à mettre des budgets dans la tech ou dans le design parce que ce n'est pas ça qui drive leur business. Ce qui drive leur business, ça va être la promotion, ça va être le développement commercial. En fait, ils tiennent, même avec une expérience utilisateur merdique, ils tiennent. Okay, donc c'est typiquement l'assurance. L'assurance, tu as besoin d'une assurance, très clairement, que tu aies une expérience utilisateur bonne ou mauvaise, ils s'en fichent. La banque, ça a été la même chose. C'est le business. Tu as besoin du service. C'est pas ultra tech et c'est pas ultra design. Et du coup, par exemple, Apple, quand tu débarques et que tout est basé sur le design, évidemment, c'est un point de vue différenciant. Donc, ça veut dire que derrière l'investissement financier, il est important en design et ça veut dire qu'en tant que designer, tu as un poids. Et ça, quand tu rentres dans une boîte ou quand tu travailles chez un client, c'est important de voir où est la force. En fait, où est l'investissement? Parce qu'une boîte qui est hyper tech, si tu veux l'amener côté design, tu vas galérer. C'est-à-dire qu'une boîte qui est vraiment fondamentalement pure tech, qui est très basée API, qui est basée automatisation, etc., qui n'est pas forcément user-centrique, mais qui est vraiment tech-centrique, en mode nous, on veut faire de l'innovation et l'expansateur, c'est pas grave, ce sera secondaire, bah ok, il n'y a pas de souci. Mais du coup, tu sais très bien que ça sert à rien de te battre. C'est-à-dire que ta priorité pour refondre, par exemple, la UI versus faire une doc d'API ou versus, tu vois, bah, ce ne sera pas la prio. Il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir qu'est-ce qui est décisionnaire, en fait.
Est-ce que c'est la partie business, est-ce que c'est la partie design ou est-ce que c'est la partie tech? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de startups et il y a beaucoup de produits en ce moment où il y a un changement dans lesquels, sur un marché, ils vont vouloir changer de positionnement et te dire, par exemple, nous, le parti pris, nous, ce qu'on va aller chercher, c'est le design. Moi, j'ai une de mes clientes, c'est ça. Sur son marché, quand on a étudié, quand on a fait la refonte de son produit, tout le monde était drivé uniquement côté business, l'expérience utilisateur était nul, la tech était nulle. Il n'y a pas d'innovation, ça n'a pas bougé depuis 7 ans. Nous, on a pris un positionnement design. Tu fais en termes d'adoption et de positionnement de produits et de marques, tu fais un carton. Parce que ton produit, il n'a rien à voir par rapport au marché. Et c'est pareil dans l'autre sens, il faut faire attention dans l'autre sens. Un produit, par exemple, dans lesquels, des outils dans lesquels tu as énormément d'outils très designés, très beaux, très fluides, très simples, ça peut avoir aussi une connotation qui est un outil pas expert. Donc si toi, demain, tu arrives avec un concurrent qui est super tech, potentiellement, tu vas manger une partie du marché. Alors que tu pourrais monter... En fait, une même boîte ou un même client, il faut te dire que tu peux le positionner sur avec ces trois majeures différentes. C'est-à-dire que tu pourrais te dire, je pourrais faire Apple version super tech, je pourrais faire Apple version super business. Quand je dis business, ça devrait dire, si tu veux vraiment faire du business avec Apple, je fais une tonne de produits différents, je commence à dériver plein de couleurs, je commence à faire des séries, je ne fais pas qu'un iPhone, j'invente plein de collections d'iPhone et j'essaye de faire vraiment de la masse dans la variété d'offres que je fais. Ce n'est pas ce qu'ils font aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On est vraiment sur focus et se dire un produit, une excellence, un design, un truc mémotechnique et c'est pour ça que tu vas l'acheter. Avec tout un effet d'annonce, etc. Ce qui est l'inverse de ce que tu peux avoir chez Samsung, dans lesquels on inonde le marché avec un nombre de modèles, on ne sait même pas, on est perdu, quoi. Ok? Vous voyez ce truc? Donc ça, c'est le premier truc, la première chose qui peut vous aider, c'est déjà quand vous allez faire des ateliers de cadrage ou de conduite du changement, c'est déjà de savoir qu'est-ce qui drive la boîte. Qu'est-ce qui rapporte de l'argent concrètement? Et quand tu es au plus près, l'avantage, par exemple, quand vous allez travailler sur du SaaS, donc on est d'accord, software as a service, quand on travaille sur des produits en ligne, des logiciels en ligne, le design, t'es ce qui rapporte. La design et la tech, t'es ce qui rapporte le plus. Donc, tu as un poids qui est complètement différent et qu'on n'a jamais eu avant. C'est-à-dire qu'évidemment qu'on va t'écouter, c'est toi qui ramènes le cash. La modif que tu fais dessus impacte directement le chiffre d'affaires. Plus proche tu es, en fait, plus tu es proche de ce qui impacte le chiffre d'affaires, plus tu as de poids. Et donc, plus tu as en capacité de changer les choses derrière. Plus on t'écoute, c'est logique. Vous voyez le lien ou pas? Donc, ce qui est important là, en tout cas, dans ce qui se passe, je trouve, moi, depuis 2 ans, c'est que notamment dans tout ce qui est SaaS, vous avez l'opportunité d'aller faire du design stratégique. Et du coup, on va vous demander, c'est pour ça que je trouve que ce Torion UX, il est nickel en termes d'actualité, c'est complètement dans l'actu de se dire comment on se forme en tant que designer à aider à la conduite du changement, sachant que déjà dans les méthodes de design, ça aide énormément. C'est-à-dire que franchement, on a déjà des méthodes qui sont centrées utilisateurs, etc. Ce qu'il faut rajouter, c'est un peu de psycho et un peu de gestion de projet, pour ceux qui ne l'ont pas. C'est les deux morceaux qu'il faut rajouter. Mais vous avez déjà un corps et un socle de compétences qui est hyper utile, qui est l'empathie, la capacité à écouter, la capacité à analyser l'information, à la combiner, à être capable de vous positionner en disant « Ok, par rapport aux informations que j'ai, stratégiquement, ce choix-là est plus intéressant pour nous. » Ou voici la cartographie des différents choix possibles. On ne vous demande pas de savoir, on vous demande d'être capable de synthétiser de l'information et de proposer des options, en fait. Et cette conduite du changement, si je refais le lien avec mon sujet, moi, ce qui m'intéresse, mon dada, c'est quand même les sciences cognitives, les biais cognitifs et le design émotionnel. Mais le fait d'avoir étudié les sciences cognitives et les biais cognitifs, ça m'a énormément aidé en conduite du changement. Parce qu'aujourd'hui, quand tu travailles chez un client et que tu lui dis, par exemple, OK, demain, on va créer un espace en ligne pour tes clients. Ils n'avaient pas d'espace en ligne pour gérer. À l'époque, c'était, je ne sais pas, que du téléphone et que de la paperasse. Il y a encore plein de domaines comme ça, genre même en 2021. Tu te dis ça, tu te dis, OK, ils sont structurés aujourd'hui. Dans l'entreprise, ils sont 60. Tu as des gens qui traitent des dossiers toute la journée. Tu as des gens qui passent des coups de fil. Tu as des gens qui font du SAV. Tu fais comment? Tu ne peux pas dire, OK, je mets le service en place. Et puis, OK, tu dis au PDG, au COMEX, débrouillez-vous pour gérer les gens qui sont en interne. Non, tu ne peux pas. Donc, si tu veux gagner ce projet-là, par exemple, il faut que tu fasses un volet conduite du changement en disant comment tu vas écouter toutes les compétences, tu vas auditer les personnes en interne, comment tu vas être capable de les former. Donc, on peut te demander un volet de formation.
et de se dire, ça, tu peux le faire à plusieurs, hein, tu es pas obligé de le faire tout seul, tu peux le faire avec des partenaires. Mais en tous les cas, de faire une recommandation dans laquelle ton projet, il est crédible pour la personne qui te le commande, pour ton client. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que quand tu vas commander un projet, c'est que si ton client, tu lui dis, bon, bah, OK, c'est super, je vais être capable de refaire toute ta maison, mais il ne peut pas y rentrer parce que ton allée, elle n'est pas faite pour, bah, ça ne sert à rien, tu vois. Il va se dire, c'est pas possible. Donc, il faut que tu structures pour que la proposition que tu fasses, elle soit cohérente avec l'entreprise et le fonctionnement de l'entreprise actuelle. Typiquement, pas arriver en parlant d'agilité. Genre, par exemple, j'ai un de mes... ça s'est passé il n'y a pas longtemps. On parlait d'agilité et en fait, on se dit, oui, mais agile, tout le monde dit tout le monde dit qu'ils sont agiles. Et là, je me suis dit, ah ouais, donc en fait, non, on ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire que la méthode, ils ne la connaissent pas. Donc, il faut être hyper pédagogue pour dire, OK, c'est quoi la méthode, qu'est-ce que ça va changer dans votre quotidien et comment tu accompagnes au fur et à mesure. Et d'un point de vue design, c'est hyper intéressant parce que ça nous permet de croiser plusieurs méthodes de design. Parce que là, on parle de l'UX, mais là, vous êtes designer. Donc, designer, c'est-à-dire que vous êtes capable de faire du design systémique, donc du designer des systèmes, donc c'est le truc le plus haut. Et du coup, on peut faire du design de système, d'organisation. Ensuite, on peut faire du design de produits et du design d'expérience quand on descend. C'est-à-dire que vous allez pouvoir combiner plusieurs méthodos de design au sein d'un même projet ou pour un même client. Moi, je trouve ça passionnant. Je trouve que c'est les projets les plus dingues, en fait. C'est-à-dire que là, tu as vraiment un impact. Et si on veut se parler, parce que moi, si on revient au truc encore en amont, c'est que moi, moi, j'ai toujours voulu être à l'endroit dans lequel on peut changer les choses. C'est-à-dire que je ne veux pas être en bout de chaîne dans lesquels je suis dans l'exécution. Bah, quand tu es à ce niveau-là, c'est toi qui mets tes conditions de se dire c'est quoi le design éthique, c'est quoi le design inclusif que tu veux faire, c'est quoi les critères que tu veux donner en amont. Tu les définis au départ, en fait. Vu que c'est l'avantage de pouvoir remonter à ce niveau-là de la chaîne, c'est que tu peux choisir. Alors après, ça veut dire que tu es responsable aussi des choix que tu fais. Mais tu peux choisir où tu mets le curseur et comment tu veux orienter le projet. Parce que tu as un niveau dans lequel c'est toi qui gères. Donc c'est là où je trouve que les designers, on a vraiment une place à prendre là. Parce qu'aujourd'hui, les chefs de projet sont de moins en moins à l'aise en fait sur des projets tech. Ils peuvent pas. Genre, ça demande un nombre de compétences entre le design, la data, la tech et compagnie. C'est compliqué pour eux. Et donc, ça fait beaucoup d'interactions. Et en plus, ils arrivent du coup en compétition avec des gens qui sont déjà un métier, donc soit tech, soit design généralement, et qui ont déjà cette double compétence de gestion de projet et de vue un peu plus macro. Donc, si la strat, c'est quelque chose qui vous anime ou qui vous parle, et que vous faites du design là et que vous voulez croiser les deux, mais allez-y et vous allez pouvoir vous positionner sur ces projets qui nécessitent une conduite du changement. Et de toute façon, quand on crée n'importe quel produit ou service, ce que je vous conseille, c'est de faire une matrice des impacts, de se dire le changement que je suis en train de faire, qu'est-ce qu'il impacte? Qu'est-ce que ça impacte? Donc, typiquement, que tu fasses une modif sur une borne SNCF ou que tu fasses une modif sur une app pour checker, genre, ça va forcément induire un impact derrière. Ce qui compte, c'est pas qu'il n'y ait pas d'impact, c'est pas ça. C'est pas qu'il n'y ait pas de problème ou qu'il n'y ait pas de cas extrêmes à gérer. C'est qu'au moins, vous les ayez identifiés et anticipés. Ce que vous devez faire, en fait, pour moi, le meilleur conseil que je peux vous donner en point du changement, c'est que c'est pas de se dire, bon, bah, ok, ça va bien se passer et de faire les use cases en se disant, bon, bah, si on a des problèmes, ça va être compliqué derrière. Vous aurez forcément des problèmes. Vous allez avoir que ça, des problèmes. Mais ça tombe bien parce que notre job, c'est de régler des problèmes. Ce qu'il faut, c'est juste les anticiper et les cartographier en disant qu'est-ce qui peut se passer. Et qu'est-ce qui peut se passer, c'est basé sur votre expérience personnelle, sur celle de votre équipe et sur des cas similaires que vous allez pouvoir voir sur le marché. En disant, bah, tiens, je vais regarder telle restructuration ou je vais regarder tel use case ou telle boîte a fait ça. D'accord? D'un point de vue business, c'est ce qu'on fait quand on se dit, bah voilà, typiquement, moi j'ai un de mes clients, il est passé de se dire, il est dans un secteur un peu particulier, qui est très réglementé, il a des offres et il vend des offres. Bon, commercialement, c'est le truc classique, il a des produits, il vend ses produits. Là, il me dit, qu'est-ce qui se passe, Noémie, si je veux vendre demain du conseil? Bah, si on veut vendre du conseil, ça veut dire qu'il est en train de se créer une nouvelle activité, en fait. Il est en train de changer d'activité. Il me dit, vendre des produits, c'est bien, mais je peux pas, j'ai plus de relais de croissance, en fait. Je sais que je vais stagner. Si je veux développer mon entreprise, il faut que je aille vers quelque chose qui soit moins coûteux, parce qu'un produit, c'est physique, et puis il y a tout ce qui va avec. Je voudrais vendre de l'immatériel, et du coup, je vends du conseil.
conseil, on sait très bien que le conseil, on marche beaucoup plus sur du conseil que sur du produit. Donc, quelle offre de conseil je peux faire et sur quel segment de clients on peut le faire. Et ça, il aurait pu se dire, bah, OK, à l'ancienne, si je veux faire ça, je fais une étude de marché et compagnie, et je me dis, avec un cabinet de conseil, je me dis, bon, bah, OK, je lance telle offre ou telle offre. Lui, c'est pas ce qu'il choisit. Il se dit, bah non, finalement, je veux le faire avec toi parce que côté design. Parce qu'il me dit, avec la méthode que tu as fait en recherche utilisateur et compagnie, ça me parle plus. Donc, tu fais quoi? Bah, tu fais la même chose. C'est-à-dire que oui, tu vas faire une étude de marché, mais tu vas surtout aller voir ses segments, tu vas aller écouter ses clients et tu vas aller construire une offre qui correspond à ses clients. Et ça, aujourd'hui, pour eux, ça a une forte valeur ajoutée. Plus qu'une étude de marché qui reste très macro. Là, tu es allé écouter ses clients, tu as été relever des opportunités de business et tu vas pouvoir le croiser avec l'expérience de son équipe en interne. En termes de valeur, tu vois, genre, tu sais que tu vas être beaucoup plus pertinent et ça ne t'empêche pas de faire une étude de marché après être croisé avec ce que fait la concurrence, il n'y a pas de souci. Mais en tous les cas, l'information que tu auras été chercher en recherche utilisateur, elle aura vachement de valeur ajoutée et elle aura un impact beaucoup plus structurant parce qu'on parle de créer une nouvelle offre ou créer une nouvelle activité à ton client. Et si tu crées une nouvelle activité à ton client, tu as forcément une conduite du changement. Parce qu'on va se dire qui en interne va gérer cette nouvelle offre, comment ça va structurer, quel outil pour gérer cette nouvelle offre, etc., etc. Et là, tu pars vraiment sur tout un projet et toute une mise en place. Et tu auras plein de petits trucs à designer partout. Et tu vas te poser les questions à chaque étape de se dire, pour faire ça, est-ce que je prends un outil du marché ou est-ce qu'on développe un outil en interne ou est-ce que je fais faire à une boîte en externe? Et à chaque point de ton projet, tu vas avoir des choix à faire. Et ces choix-là, il va falloir que faut que tu saches comment tu vas faire ces choix-là. Est-ce que c'est un choix par rapport au business? Est-ce que c'est un choix d'autonomie pour ton client? Ça va dépendre de sa maturité, de son positionnement, de sa capacité à investir. Et c'est des choses dans lesquelles, il ne faut pas que ça vous fasse peur. Ce n'est pas des trucs que vous allez apprendre sur les bancs de l'école, en fait. Genre, moi, je le fais aujourd'hui, je ne l'ai pas appris à l'école. Hein. C'est à force de faire, c'est se poser la question, réfléchir et utiliser les outils que vous avez en design. Ils sont super puissants, ces outils-là. Quand vous savez analyser, quand vous savez comparer, quand vous savez positionner en fait une expérience, un produit, en fait, finalement, l'objet en lui-même, on s'en fiche. Que vous fassiez ça sur du design ou sur de la strate d'entreprise, ou ça sera pas de. C'est la même chose, c'est le même procédé. Donc, il faut vraiment que vous soyez en confiance. Et le seul. Si vous voulez. Si ça vous intéresse d'aller là-dessus pour que vous soyez plus à l'aise, c'est faites-vous des faux exercices. C'est le seul truc. La répétition va aider votre cerveau à comprendre, à choper le mécanisme. Et une fois qu'il l'a fait une fois, deux fois, trois fois, vous serez en confiance. Faites-le. Faites-le pour vous dire, bah, ok, tiens, si je repositionnais, si je me dis, bah, tu vois, genre, et c'est ce qu'on peut faire comme use case à l'école, mais ce qu'on peut faire même ailleurs. Hein. Même quand vous faites un projet d'école, quand vous avez des briefs ou des petits exercices, essayez d'aller plus loin que l'exercice. De commencer à vous entraîner à ça si ça vous intéresse en disant, bah, tiens, si demain, tu vois, si on dit, demain, Netflix, on voulait le positionner sur l'éducation, qu'est-ce que ça donne? Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils font. Si tu dis, bah, OK, changement de positionnement, Netflix ouvre une nouvelle branche sur l'éducation. C'est quoi l'impact en interne? C'est quoi l'impact sur leurs équipes? C'est quoi l'impact sur la création de contenu? C'est quoi l'impact sur les utilisateurs? Et comment tu capitalises sur toute l'expérience qu'ils ont aujourd'hui, toute la data qu'ils ont aujourd'hui pour ouvrir cette nouvelle branche? Ça, c'est un projet. Si tu es capable de le faire et si mécaniquement tu te sens à l'aise, bah, tu peux le faire après sur des projets plus petits, plus grands. Hein, tu vois, il n'y a pas de souci. Allez-y, je vois des mains levées. Ouais, je vous ai dit, n'hésitez pas à lever les mains pour poser des questions, parce que là, il y a Marie-France qui voulait poser une question. Sur la matrice des impacts, alors tu as des typologies, d'impact que tu vas pouvoir retrouver. Alors, si tu veux en faire une simple, pareil, réutilise, quand je dis matrice d'impact, c'est tu peux te créer la tienne, recrée-la à partir de ce que tu connais déjà comme type d'outil. Donc, par exemple, si tu croises un pestel avec une méthode UX, tu as déjà une matrice sympa. Tu peux te dire qu'est-ce que ça a comme impact sur la politique, sur mon environnement, sur l'économie, sur le côté local, et tu rajoutes ce que tu veux dedans, sur l'inclusivité, sur l'accessibilité. Tu vas rajouter des critères en fonction de toi, ton produit, dans quel domaine il se joue. Ok, merci. Et si c'est par rapport au changement organisationnel de l'entreprise, pas vraiment le produit, mais vraiment l'organisation. Ouais, tu peux me donner un exemple? Comme ça, je te donne un exemple précis. Bah, enfin,
je sais même pas comment l'expliquer en fait, mais actuellement là dans mon entreprise par exemple, C'est je quoi sais comme que entreprise? alors c'est du SaaS, enfin c'est du CK, ils font dans le centre de contact. Ok. Ils créent des logiciels pour Ouais, les ouais, centres bah, de contact, voilà. typiquement. Et donc en interne, en fait, déjà eux, ça a l'air d'être très compliqué entre eux. Et même nous, côté UX, c'est un peu particulier parce que on a une partie qui est en Inde et un tout petit bout en France. Du coup, bon, ça va, il y a un process mis en place, mais c'est vrai que c'est beaucoup de trackers sur Excel parce que notre manager ne sait pas faire autrement que traquer avec du Excel, quoi. Donc on a 3-4 trackers à remplir par semaine. Et puis même, il faut faire valider à chaque fois donc par le PM, puis le PO, puis par le PM, puis par tout le monde. Voilà, et c'est un process assez long. Et on sait qu'il n'a pas le choix, donc on ne dit rien, nous, de notre côté, mais c'est vrai qu'on n'a pas non plus de solution à proposer. Donc c'est pour ça aussi que on laisse faire, on va dire. Oui, complètement. Bah, c'est souvent ce qui se passe. En fait, ce qu'il faut faire quand vous avez une solution, souvent, on a, un des biais, c'est qu'on pense que la nouveauté est mieux. Mhm. Et même, alors encore plus quand on est dans la tech, parce que généralement, on veut des outils pour tout. Alors que des fois, tu vois, de revenir à des trucs simples, c'est des fois plus facile, dans l'autre sens. Donc, ça, faut pondérer. Quand tu veux faire un choix comme ça, un choix de changement d'outil, il faut que tu te poses la question de se dire qu'est-ce que ton manager il connaît, qu'est-ce que toutes les équipes connaissent, c'est quoi le point commun, qu'est-ce que tout le monde sait utiliser. Si tout le monde sait utiliser déjà un outil existant, tu sais que tu vas gagner en temps d'adoption Mhm. versus un nouvel outil. Deuxième truc, ce qu'il faut que tu commences à lister, si demain tu voulais proposer une alternative, c'est de se dire jusqu'où tu peux remonter ce problème. Dire que c'est quoi finalement l'objectif de tout ça? C'est de traquer le temps, c'est de traquer les modifications, c'est quoi? Traquer les retours? Il traque les tâches. Enfin, en fait, il y en a un pour les tâches, nos tâches UX. Ensuite, il y en a un autre pour les validations PM, UX et autres. Mhm. Il y en a un dernier pour ensuite, en gros, c'est jusqu'à ce que ce soit poussé aux développeurs. Ok, et ben tu vois, genre même sur un projet comme ça qui peut paraître simple de se dire bah, finalement c'est une gestion de tâches, Mhm. une gestion de tâches de process, on sait qu'on a plein d'outils. La première question à se poser, c'est pourquoi ils n'utilisent pas un outil du marché? Donc, tu peux avoir plusieurs raisons. Un, l'échange de data, Mhm. ton échange de data. Est-ce que c'est une question de stockage, de transmission d'informations? Est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas que ça passe sur certains outils? Est-ce que c'est une problématique de conduite du changement, mais non pas ici, mais avec tes équipes qui sont en Inde? Mhm. Quelle peut être, toi, en fait, de commencer à poser tes hypothèses et toutes tes questions, tu vois? Ouais. Et ça, c'est typiquement ce que tu devras répondre. Si tu voulais démarrer un projet, c'est ce que tu devras avoir comme réponse au début, avant de pouvoir même faire un kick-off. Ok, ouais. C'est déjà de comprendre le contexte dans lequel tu es, de se dire d'où ça vient, comment ils faisaient avant. Est-ce que c'est depuis l'origine de l'entreprise ou est-ce que c'est depuis qu'ils ont fait de l'offshore en Inde? En fait, avant qu'il y ait l'équipe en Inde, il n'y avait pas d'UX dans mon entreprise. Ok. Il Donc en fait, c'est y a un l'Inde lien qui a entre les apporté deux? l'UX, entre guillemets. Je Et comprends. après, ils ont intégré des alternants français UX. Ok, Je donc tu vois, donc déjà, tu as un historique. Donc, il faut voir le lien de se dire qui a choisi, tu vois, la solution au départ. Ouais. Pourquoi vous êtes venu avec cette solution-là? Et tu as des fois des choses qui se mettent en place, des process, dans le sens où, vu que tu vois, genre là, la gestion de tâches, c'est pas core business. Mhm. C'est con, hein. C'est-à-dire que c'est hyper important. C'est-à-dire que si jamais vous faites, genre, ça va avoir un impact sur ton business, mais t'es pas au plus proche du plus proche du plus proche du business. Ouais. Donc potentiellement, ça peut être la priorité numéro 22 de ton entreprise, tu vois. Ce qui compte, c'est de se dire comment tu peux la ramener dans une priorité plus haute. Mm. Donc, c'est déjà d'être capable d'évaluer, c'est-à-dire que tu dois pas, quand tu démarres un projet comme ça, si ça t'intéresse, en tous les cas, de proposer une solution, c'est qu'il ne faut pas que tu y ailles en te disant, OK, il faut forcément que je fasse une solution, j'ai déjà une conviction. Mm. Il faut que tu y ailles en étant super ouverte, en disant, je vais étudier, est-ce que potentiellement, on a un gain à changer maintenant de solution? Est-ce que c'est le bon moment? Parce que des fois, c'est un problème de timing. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que on a les ressources pour le faire? Et est-ce que ça apporte un vrai gain d'efficacité? Mm. Et pour faire ça, bah, tu vas mixer à la fois un début de recherche
Et si tu veux te poser la question qui va avec, ça va être la question, ça va être la conduite du changement. Tu es typiquement sur un projet de conduite du changement parce que si jamais le nouvel outil ou la nouvelle solution n'est pas adoptée, tu vas te retrouver avec 2 systèmes en parallèle, tu n'as rien de pire. Oui. Il va falloir aussi un troisième truc, c'est que généralement, ce qu'il te faut, c'est un sponsor en interne. C'est-à-dire qu'il te faut un manager ou quelqu'un assez haut, d'un point de vue de la direction, qui a conscience du problème et qui va pouvoir t'aider à délivrer le projet jusqu'au bout. C'est un sponsor. Il faut toujours chercher les sponsors. Ok. C'est quelqu'un qui va te faciliter, notamment dans des boîtes qui sont un peu plus... tu vois, où c'est structuré assez hiérarchiquement parlant. Mhm. Bien d'avoir un sponsor pour qu'il puisse faire le relais, en fait. Bah oui, enfin, je sais que notre chef est OK, mais par contre, c'est à nous de proposer. Enfin, en fait, c'est pas en tant un projet, c'est plus nous en tant que les alternants et les UX côté France. On a remarqué que, enfin, voilà, c'était vraiment chronophage. Mais derrière, on comprend aussi pourquoi notre manager, donc côté Inde, Mm. fait ça et on n'a pas non plus autre chose à lui proposer pour lui faciliter la vie. Donc, voilà. Bah ça, franchement, en vrai, si tu veux faire un exo, c'est un super exo, hein. En plus, Ok. un exo tu vois, international avec tu vois, 2 équipes, c'est déjà, franchement, c'est un super bon exercice. Ok. Donc, essaye de checker, de voir cette solution, de voir les alternatives. Et un conseil que je peux vous donner encore, c'est quand il se passe quoi que ce soit, quand vous allez chez un client ou sur un projet ou en interne, et vous vous dites, mais punaise, ça n'a aucun sens. Pourquoi ils font ça? Tu vois, en disant, mais c'est débile de travailler comme ça, ou alors ils n'ont pas tel outil, ou alors mais c'est old school et compagnie. Avant d'être dans la critique, posez-vous en empathie en vous disant, attends, pourquoi il a fait ce choix-là? Comment c'est possible? Genre, quelle est la raison? Parce que ça se trouve, il y a une raison Mm. que vous ne connaissez pas. Tu vois, ce qu'il faut, c'est d'abord comprendre la raison de ce truc-là pour pouvoir le changer. C'est revenir, c'est avant de pouvoir prendre un nouveau chemin, le mieux, c'est de revenir au tout départ. De revenir au commencement, de se dire comment on a pris la décision, c'était quoi le contexte et compagnie. Si vous comprenez la situation initiale, vous êtes capable de prendre un autre chemin. Mais si vous êtes en cours de chemin, vous voulez changer sans vous poser la question initiale, vous allez vous faire rattraper par des détails que vous avez loupés et généralement, vous allez reprendre le même chemin que celui que vous étiez. Ouais. Vous aurez juste fait une boucle comme ça, puis vous allez recontinuer. Et puis quelqu'un refera un passage un jour en disant mais c'est pas normal ce truc. Ouais. Et vous allez reboucler. J'ai plus de voix. Merci Est-ce que vous Noémie. avez d'autres questions? Mais en tout cas, ouais, et puis n'hésitez pas à me tenir au courant, je veux trop savoir ce que... Oui, je vais Regarde. en parler avec ma collègue et puis on va voir. Mais non, mais même le faire en exercice, c'est un bon exercice Ouais, pour ça. ok. Parce que tu vois, ça te demande déjà de... Dans une première partie, tu as une première partie d'audit dans laquelle tu vas te poser la question organisationnelle de qui fait quoi. Donc, tu vas être capable de mapper qui sont les profils qui interagissent sur le fichier, pourquoi, qu'est-ce qui est traqué. D'accord? Mm. Tu vas pouvoir checker c'est quoi les types de tâches, machin truc. Tu vas pouvoir auditer différents outils qui le font, pondérer de se dire pourquoi on prendrait tel outil versus tel outil, et comparer ça avec le fait de le dev en interne et de le maintenir en interne ou en externe. Ouais, ok. Donc, à partir de là, tu auras fait un mapping des différentes solutions et tu te places, en fait, si vous voulez faire de la conduite du changement, vous allez travailler avec des équipes haut niveau, genre COMEX, etc., ou managérial. En fait, tu as un niveau important quand tu fais des parce que tu as un impact sur beaucoup de gens derrière, donc sur la chaîne de valeur, donc sur le chiffre d'affaires derrière. Et ce qui est important, c'est d'arriver à se positionner en totale empathie par rapport à ta direction stratégique ou encore mieux au fondateur. Mm. En disant, au lieu de, tu vois, avant de critiquer quoi que ce soit, moi je fais partie de la team où on m'a éduqué en disant, avant de critiquer, prouve-nous que tu sais faire mieux. C'est fais mieux et après tu auras le droit de donner ton avis sur l'existant. Moi j'aime bien ce mantra de mon mentor en design. Il nous a dit, tu veux critiquer un truc, fais mieux, on en parle après. Et donc du coup, soyez vraiment en empathie en disant, je me mets à leur place en disant, si moi demain je devais faire le choix, comment je le ferais ce choix? Et là, du coup, quand tu te places comme ça te permet de reposer les choses et de te dire, ah ouais, ok, on a quand même pas mal de solutions différentes, ça n'a pas le même impact derrière, il n'y a jamais une solution qui est optimale à 100%, bah, sur quoi tu vas baser ta solution? Et ce qui est important, c'est de donner à tes managers ou à ta direction la capacité de prendre une décision en disant, bah, cette solution-là, elle est peut-être plus inclusive, mais plus longue en formation. Cette solution-là, solutionne, elle est plus efficace. En revanche, on va avoir un problème de maintenabilité où ça va coûter beaucoup plus cher à mettre en place.
cette solution-là, tu vois, et tu vas être capable de donner des critères qui font qu'on peut prendre une décision rationnelle en ayant, tu vois, en étant capable de se dire qu'est-ce qui colle le plus à la direction de l'entreprise. La direction de ton entreprise, c'est quels sont tes moyens d'investissement. Parce que quand tu investis dans un projet, tu n'investis pas dans un autre. Donc de se dire pourquoi je mettrais du cash là-dedans, pourquoi je changerais quelque chose maintenant. N'oubliez pas un truc, c'est vraiment, ça me fait, je m'auto-reboucle, je m'auto-fais des liens, mais faut juste garder en tête la conduite du changement. Le changement, c'est pas naturel, hein, c'est l'opposé de la nature humaine. On n'est pas censé changer. Plus on répète, plus on répète, plus on répète, plus on répète, plus on reste, tu vois, genre, ton présent, c'est la suite de ton passé, hein. C'est-à-dire qu'avec les biais cognitifs, c'est ça, c'est que le but, c'est que ton cerveau, il économise la charge cognitive. Donc, en fait, on va essayer, tu vas faire régulièrement les mêmes actions et tout va bien et on maintient ton système stable. N'oubliez pas que toutes vos cellules, elles veulent vivre, hein. D'accord? Donc, tout votre corps veut survivre, votre cerveau veut survivre, tout le monde veut survivre. Le changement, il y a un risque. Qui dit changement dit risque. C'est-à-dire que c'est perte de tu quittes une situation initiale pour une nouvelle situation qui est l'inconnu. Typiquement, pour l'être humain, c'est là où c'est pas ultra naturel. C'est-à-dire que tu le fais dans des cas dans lesquels tu es menacé normalement. OK? Ou dans lesquels où ta situation elle est vraiment si merdique que tu te dis, bon, de toute façon, changer, ça peut pas être pire, tu vois. Mais généralement, quand tout va bien dans ta vie, c'est pas ce moment-là où tu dis, tiens, si je me mettais en énorme difficulté, on risque de tout perdre. Pas trop. Donc, un chef d'entreprise, c'est pareil. Un chef d'entreprise dans lequel son business, il marche, lui dire, tu sais quoi, on va changer ta structure pour potentiellement un gain dans 3 ans, vous vous doutez bien que si tu le regardes de ce côté-là, le gars, il n'a pas des masses d'intérêt. Oui, sur le papier, toi, tu peux être hyper sûr de toi en disant, mais bien sûr que si, ça a été l'époque de la digitalisation. Oui, oui, il faut se digitaliser, nanana. Tant que le mec, son business, il bougeait pas, quel était son intérêt? Donc, c'est à des gens qui sont capables d'y aller quand même et c'est des gens qui sont capables de voir des signaux et qui vont se lancer, qui vont investir parce qu'ils sont dans cet état d'esprit-là. Et tu en as d'autres dans lesquels ils sont plus conservateurs en disant, écoute, je maintiens, tant que ça marche, ça marche. Je sais ce que j'ai aujourd'hui, je sais ce que j'ai, je ne sais pas ce que je vais gagner, tu vois. Donc, c'est plutôt le un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. C'est typiquement ça. Et puis, il ne faut pas oublier que quand tu es chef d'entreprise, tu dois payer les salaires de tout le monde, machin, tu as des pressions avec tes actionnaires ou avec autres. Donc, ce n'est pas un même jeu. Ce n'est pas si simple comme jeu, comme prendre cette décision-là. Donc, la conduite du changement, dites-vous que quand vous faites du conduite du changement, ça se passe rarement bien. Il y a des gens, ils ne veulent pas changer. Mais c'est à ce moment-là où il faut vous dire, ces gens-là, ils sont normaux. C'est-à-dire que ceux qui sont OK de changer, c'est eux qui ne sont pas normaux. D'accord? C'est très cool, ils sont très évolués, ils ont fait peut-être plein de taf de développement personnel et compagnie, c'est super, mais eux, il faut se dire que c'est un peu des extraterrestres et des pépites. Mais il ne faut pas se dire, eux, c'est les normaux. Ceux qui sont normaux, c'est ceux qui ne veulent pas changer. C'est logique, c'est dans la nature humaine. On va changer quelque chose que tu connais, une zone de confort, à quelque chose que tu ne connais pas, et on va changer et tes habitudes et ta manière de faire, et tu vas te sentir potentiellement évalué, et ça touche à toi, à tes compétences, à ton être, à comment tu vas être en société. Ça bouge énormément de facteurs. Donc quand vous dites à quelqu'un, ok, c'est tout le principe des requalifications, mais quand tu fais une conduite du changement au niveau d'une entreprise en disant on va changer votre business, par exemple, il y a des boîtes qui avaient dit, à une certaine époque, ok, on ferme toutes les boutiques, on fait que de la vente en ligne. Ok, grosse restructuration. Tu fais comment? Il va falloir regérer tout le monde. Tu ne peux pas faire des plans de départ massifs, donc il faut replacer les gens. Voilà, il y a plein de choses différentes. Et là, aujourd'hui, on fait l'inverse. C'est que c'est des startups dans lesquelles c'était des pure players qui disent maintenant, on va ouvrir des boutiques. Et ça, c'est une conduite du changement. Pourquoi? Parce que ouvrir une boutique et avoir des boutiques, c'est pas pareil que de faire du e-commerce. C'est pas les mêmes compétences. Donc, comment tu fais, par exemple, pour recruter des profils que tu connais pas? Parce que tu as potentiellement, tu vois, un RH qui va être spécialisé dans des recrutements tech. Donc, c'est-à-dire qu'il va te falloir un nouveau RH. Ta conduite du changement, ça démarre là, hein. De se dire, recruter un nouveau profil RH qui va être capable de me recruter des gérants de magasins ou qui va être capable de nous accompagner sur toute la partie RH des boutiques. Parce qu'à la base, nous, on avait un RH qui était spécialisé dans des gens qui faisaient de la tech. On était un pur player, donc on faisait du e-commerce et compagnie. Vous voyez l'idée ou pas? C'est-à-dire que le conduite du changement, c'est large. Mais ce qu'il faut se dire, c'est juste que changer, psychologiquement, vous devez avoir toute l'empathie du monde quand vous voulez faire changer quelqu'un ou quand vous allez lui changer, lui modifier son environnement, son entreprise, etc. Vous pouvez voir juste l'endroit dans lequel il y a le moins de conduite du changement, c'est tout ce qui va être lié à l'État.
tu changes la CAF ou tu changes une modalité de calcul, ça change la vie de tout le monde. En tout cas, d'une grande partie des gens. Ta conduite du changement, c'est un mail incompréhensible. T'as pas pire, quoi. C'est-à-dire que là, tu te dis, tu as des gens dans lesquels la CAF, c'est hyper important. Si tu changes de 10% ou de 15% leur revenu, ça change tout par rapport à eux, leur fin de vie, fin de mois, pardon, à leur fin de mois, à leur structure tu vois, de comment ils sont organisés, à leur loyer, à tout, ça change tout. Donc, quand on fait des modifications, typiquement, là, dès qu'on touche en plus aux finances personnelles, il n'y a rien de pire, hein, c'est très structurant. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que quand vous allez faire des changements, même si vous, ça peut vous paraître rien, parce que c'est toujours pareil, hein, ça dépend aussi de votre situation perso, de se dire oui, bon, bah, on va baisser de 1%, ou on va augmenter, je sais pas, on augmente tel tarif, mais on va leur faire une super application, mais on augmente les tarifs de 3%, ça ne change rien pour personne. Bah non, ça ne change rien. Peut-être toi par rapport à ta situation actuelle, mais peut-être que pour certaines personnes, ça va changer énormément, 3%. Les 3% plus les 10% d'avant, plus ceci, plus cela, bah, ça a un impact. Donc, ce qui compte, c'est que quand vous allez changer, nous, notre job, c'est de changer les choses tout le temps, en fait. Hein. C'est d'être dans une espèce de conduite du changement perpétuelle dans la tech. On est habitué à ça. Mais c'est très particulier comme milieu. Il faut se remettre dans le bain de se dire, dans la vie des gens couramment, quand tu te dis, par exemple, sur une télé, si demain tu enlèves la télécommande et tu te dis c'est que du vocal, bah, potentiellement, tu vas avoir un impact incroyable sur la sociabilité, sur la capacité, tu vois, à se sentir capable d'utiliser un outil qui était facile avant, que tu comprenais, que là, maintenant, devient inconnu. Voilà, tu vas changer pas mal de choses. Même si tu vas le rendre plus accessible à certaines personnes, par exemple. Ok, Nassim? Dis-moi. Oui, j'avais une question. Donc on a vu que le changement était quelque chose qu'on repoussait, quoi. Et on parlait des cas où ça marchait pas forcément bien. On a repéré des choses qui marchent pas forcément bien. Et dans le cas où l'organisation a l'impression que tout marche bien, mais que nous, par exemple, en tant qu'UX, on remarque que ça pourrait être mieux, en fait. Comment faire justement pour motiver au changement? Parce que finalement, si l'organisation sent que ça marche bien et que jusqu'ici tout va bien, comment faire Alors, il y a un truc magique, c'est le risque. D'accord. Ce qui, généralement, pour faire changer les gens, c'est qu'ils sont contents de la situation initiale, ils ne voient pas l'intérêt de changer. À partir du moment où en face, tu mets un risque, donc un danger, ta situation initiale, potentiellement, elle est moins confortable. D'accord. Donc, un des premiers trucs que tu peux faire, c'est de dire quel est le risque à ne pas changer. Si je continue comme ça, c'est quoi la prévision? C'est quoi le risque? Ça veut dire évaluer le risque impliqué. Bah, en fait, non, d'évaluer le risque, c'est typiquement un des sujets en tech, c'est la dette technique. Disant, oui, on a de la dette technique, mais c'est pas grave, on l'avait déjà il y a 6 mois, on l'a il y a 8 mois. Qu'est-ce que ça peut faire? On peut peut-être attendre ce chantier encore 6 mois ou 8 mois de plus. Pas de problème. Moi, j'ai jamais, en fait, l'avantage, c'est que soyez jamais contre. Ça sert à rien d'être contre. Genre, soyez hyper ouvert en disant, moi, il n'y a jamais de problème avec moi. Tu dis, ok, tu veux pas qu'on touche à des techniques, il n'y a pas de problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de te dire, voilà la visualisation. Mon job, c'est de te dire, voilà ce qui se passe si dans 8 mois on n'y touche pas, voilà ce qui se passe si on y touche dès maintenant. Tu fais ton choix. C'est toujours de rester à sa place. Et le but, c'est pour vous, à votre niveau, en tout cas en tant que designer, c'est donner les clés. Et c'est pas, tant que vous n'êtes pas décisionnaire, vous n'êtes pas responsable. Donc, c'est pas à vous de prendre des responsabilités ou de vous angoisser pour des trucs dans lesquels c'est pas votre job. Vous n'êtes pas payé pour faire ça. Le but, c'est de donner les clés. Donner les clés. Et bizarrement, plus vous allez donner des clés, plus on va s'intéresser à ce que vous dites et plus on va vous intégrer. Et plus tu vas devenir stratégique. D'accord. Et dans une boîte où la maturité UX n'est pas totale, Oh bah justement. c'est tout, quoi. C'est très rare les boîtes où il y a une super maturité. Bah, il faut que tu comprennes d'où vient ce manque de maturité déjà. D'accord. Tu Okay. vois, genre, ça vient de quoi? Est-ce que c'est le fait qu'ils ne connaissent pas ton métier? Est-ce que c'est par rapport au secteur? Et tu dis, tu vois, genre, elle n'est pas totale, mais comment vous vous positionnez par rapport à la concurrence? Est-ce que vous êtes plus mature que la concurrence? Moins mature que la concurrence? La concurrence, c'est un super outil aussi. Hein. D'accord. Quand tu te dis, bah écoute, tout le monde a fait ça, nous, on n'y est pas. Donc, ça veut dire que dans 2 ans, on se fait piquer le marché. Bon, là, ça va peut-être bouger un petit peu plus, quoi. Après, en B2B, c'est un peu plus compliqué. Ah non, en B2B, c'est génial. Franchement, c'est là où tu vas, justement, c'est là où tu as le plus d'opportunités. Tu es dans quel secteur? Dans la banque. Ah ouais, non, j'ai rien dit. B2B banque, T'es sur quoi? T'es chez une start-up ou t'es... Non, c'est une grosse boîte d'investissement. Ok. Donc,
Alors, mais en fait, il faut aussi accepter qu'il y a des boîtes qui n'ont pas d'intérêt à changer aussi, hein, structurellement parlant, dans lesquelles le business ne sera jamais menacé Mm. et qui n'ont pas d'intérêt à bouger. Et ça, il faut juste le comprendre. Après, c'est à toi de te dire est-ce que tu as envie de continuer là-dedans ou pas, hein. Ouais, Genre, bien en sûr. fait, il y a tellement de jobs partout. Vous avez une chance incroyable. Vous pouvez aller travailler n'importe où, dans n'importe quel secteur. Ça n'arrivera pas ça va pas durer 30 ans, cette période. Vous êtes dans la période la plus faste dans laquelle vous avez une chance que nous, on n'avait pas au tout début. C'est que nous, quand on est arrivé, personne ne comprenait notre job. Donc, on devait faire l'évangélisation totale du truc. Là, maintenant, les gens déjà connaissent à peu près ce que c'est. Et du coup, ils recrutent des profils qui sont quand même assez logiques. Genre, c'est quand même mieux que nous, on nous demandait d'être motion designer, directeur artistique et UX, ça pouvait être pas mal. Donc, franchement, vous pouvez travailler où vous voulez, aller dans les secteurs dans lesquels vous allez avoir du poids. On en cherche à mort. Les temps de recrutement, moi, je connais tellement des RH qui m'appellent. Moi, je fais du recrutement pour mes clients. Genre, tu vois, par exemple, c'est pas du tout mon job de faire du recrutement, mais je me retrouve que dans l'émission, on me dit et finalement, est-ce que tu pourras monter l'équipe qui va gérer le nouveau service? Bah oui, si tu veux. Mais finalement, c'est encore un nouveau, tu vois. Et tu vois, ce truc-là, je le récupère. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui sait le faire. Parce que c'est galère. Et que du coup, quand on te fait confiance initialement, tu vois, quand on te fait confiance au début et que tu es capable, en fait, c'est que du relationnel. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que notre job, c'est que du relationnel. Il faut créer la confiance avec les gens avec lesquels tu travailles en disant, moi, je suis là pour t'aider, je ne suis pas là pour toi. Tu es juste là pour aider les gens. Ton client, tu es là pour aider ton client, pas les utilisateurs. D'accord. Si tu n'as pas de client, en fait, si ton client il n'est pas là, il n'y a pas d'utilisateur. Donc, c'est bien de faire ton design, il doit être centré utilisateur. Par contre, ton conseil, il est centré client. Tu vois, c'est là où il y a une dissonance. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'opposition business-utilisateur. Ça ne sert à rien. Les deux, c'est l'offre et la demande, c'est le commerce depuis la nuit des temps. Donc, ton design, il est centré utilisateur. Par contre, ton conseil, il est centré client. Tu dois servir les intérêts de ton client. Sinon, tu n'as pas d'utilisateur derrière. Donc, comme ça, c'est... Et l'un va avec l'autre. Ok. Merci. Okay. Mais du coup, beaucoup d'empathie et questionne. Ce qui est intéressant, tu vois, dans ce que tu dis, c'est que si toi, tu vois un problème, essaye d'étudier. Ce qui compte, c'est que, tu vois, à votre niveau, ce qui compte, c'est d'être capable de détecter un problème et de l'évaluer. Parce que si tu restes sur je trouve que c'est pas bien ou je trouve qu'on pourrait améliorer les choses, tu restes sur du sentiment, donc de l'irrationnel. Moi, en tant que chef d'entreprise, tu me dis ça, je te dis, bah, so what, quoi. Genre, je fais quoi de ça? Je peux Bien pas sûr. prendre une décision sur ton ressenti. Mm. C'est pas, tu vois, il va me falloir plus. Par contre, si tu m'amènes de la matière en me disant, OK, le marché, il est structuré comme ça, nous, on se positionne là, on a ça comme opportunité, en interne, il y a machin, qui ont telle compétence qui sont pas utilisées et qui nous permettraient d'être un relais de croissance, blablabla, bah là, je te dis, OK, viens, on parle et on monte un truc, hein. D'accord. Donc, c'est toujours pareil. Ok. Après, comme je disais, il y a pas vraiment en soi, c'est qu'il n'y a pas vraiment un problème, c'est que c'est aussi le système, le secteur, voilà. Mais tu sais, s'il n'y a pas de problème, pas de problème. C'est Bah, c'est toi. vraiment pour apporter une évolution, en fait. Une évolution pour faire progresser encore plus. Ouais, bah, tu peux tenter, mais en fait, une évolution, s'il n'y a pas de problème, j'ai pas d'intérêt de l'investir. D'accord. Si j'ai pas d'opportunité, si je peux pas, s'il n'y a pas une opportunité, c'est soit il y a une opportunité de marché, soit il y a un problème. Et faire une évolution pour se dire, toi, genre, c'est comme si moi j'avais une marque et je me disais, j'avais fait un packaging et 6 mois après, je me dis, oh, j'ai envie de refondre tous les packaging. Ouais, bien sûr. Bah, toi, genre, mais juste pour moi, parce que j'ai envie de rouge, tu vois. Bah, je peux le faire si je suis blindée et que je n'ai pas de problème, tu vois, mais sinon, il n'y a aucune logique à ce que je fais, tu vois. Si ma marque, elle est bien connue, que tout le monde aime le packaging vert et que, tu vois, et que je l'ai changé il y a 6 mois basé sur des trucs, je ne vais pas me dire, mais là, finalement, ce serait mieux en rouge. Ah oui, je peux le faire. Mais je veux dire, est-ce que c'est la priorité de ma boîte? Si on en est rendu là à la priorité, c'est que j'ai vraiment plus du tout de problème et que tu es leader sur le marché, quoi. D'accord, ok. C'est bien. Ce qui peut arriver, hein, ce qui est très bien. C'est l'avantage quand tu es leader, quand tu as le monopole ou que tu n'es pas le monopole, mais quand tu es très très leader sur un marché, c'est que justement, tu peux faire ce genre de truc. Ton job, c'est de faire que des petites évolutions. Ça a été le cas d'Airbnb. Airbnb, pourquoi ils ont mis autant dans le design émotionnel? C'est que de toute façon, ils avaient plié le game. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent d'autre? Et après, c'était que dans de l'image, dans du storytelling, dans l'émotionnel. Bah là, tu peux t'amuser, hein. Mais je veux dire, t'as plus de stratégiquement, le marché, tu peux pas aller en croissance dessus.
Donc, c'est pour ça qu'ils ont ouvert le nouveau truc, ils ont ouvert un nouveau relais qui est les expériences. Les expériences, typiquement, conduite du changement. Pas le même staff dans l'équipe d'Airbnb, demande pas les mêmes compétences. On est beaucoup plus proche des compétences qu'avait Evaneos, par exemple. Donc, un des trucs du conduite du changement, ça aurait pu être, par exemple, de se dire on va recruter des gens de chez Evaneos. Parce que c'est comme ça qu'on fait. Tu veux un nouveau relais de croissance, toi, tu n'y connais rien. Tu vas aller recruter des profils qui vont t'aider à monter le projet, mais qui, eux, connaissent très bien le secteur. Premier truc, c'est le RH, c'est les gens, les compétences. Le reste, c'est de la finance. Ça s'achète, les outils, tout ça. OK ? Ok, merci. Moi, j'ai une remarque et une question. Vas-y. La remarque, c'est que on a encore parlé de plein de choses, c'était top, et que malheureusement, on en arrivera bientôt à la fin, donc on va pouvoir peut-être se donner quelques minutes, mais pas plus. Et ma question, c'est une interrogation qu'on a depuis quelques temps maintenant et qui se concrétise un peu plus sur notre métier, notre posture. Et on avait eu cette discussion là sur le Discord de notre panique avec Nathalie qui va intervenir, Nathalie Rosenberg qui va intervenir dans la semaine, sur le titre de UX designer qui a switché il y a quelques années en UX UI et qui maintenant est en train de se transformer en product designer. Et elle le justifiait par cette prise en main de notre métier sur un volet plutôt de décideur ou de marketeur, et donc de remonter un petit peu la posture de l'UX designer dans la décision stratégique. Ça fait quand même pas mal écho à ce que tu étais en train de dire sur notre liberté d'action et ce sur quoi on peut aller. Et en fait, elle allait justifier ça par le fait que nous rattacher au design, qui était vu plutôt d'un point de vue graphique, était peut-être un peu réducteur de par comme tout ce qu'on vient de dire, quoi, tous les enjeux de dingue en fait qu'on a entre les mains C'est à moi que tu poses cette question, quoi. J'ai envie d'avoir tout le monde. Franchement, ça va rire tout le monde de parler. Parce que c'est un de mes dadas en disant je ne comprends pas. C'est une question que je ne comprends pas. J'ai l'impression que j'essaie de croiser dans d'autres métiers, de savoir s'il y a d'autres métiers dans lesquels les gens se prennent autant la tête. Pour moi, mon positionnement, il est simple, c'est de dire designer, c'est concevoir. Designer, c'est concevoir. C'est créer et c'est résoudre des problèmes. C'est vraiment ça. On design quelque chose on design un produit, un service. On design pour résoudre des problèmes et on est au cœur de la création. C'est ça notre job, pour moi. Donc, on est designer, basta. Et après, dans le design, on a des spécialités. Tu as différentes cordes à ton arc au fur et à mesure. Tu peux avoir l'UX. L'UX, c'est une méthode. Le design systémique, c'en est une autre. Le but, c'est pas de maîtriser une seule méthode, c'est d'en maîtriser plein. L'UX, c'est une méthode. Le design thinking, c'est une méthode à part entière. Le design systémique, c'en est une autre. Demain, le design instantané, ce sera une méthode. Et voilà, on a différents types de méthodes qui correspondent à différents types de projets. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, tu vois. Donc, pour moi, on est designer, on a des spés différentes. Le product, ça s'adapte au SaaS, mais ça ne s'adaptera pas à autre chose que le SaaS. Donc, de se dire, à partir du designer, on peut prendre différents métiers. C'est-à-dire que c'est notre métier, mais notre métier, en fait, pour moi, c'est pareil qu'un commercial. Je peux être commercial et ça ne va pas être la même chose si je vais travailler à l'international ou si je vais travailler en start-up. Je ne vais pas avoir le même nom. Je vais pouvoir m'appeler Key Account Manager, je vais pouvoir m'appeler Business Developer, je vais avoir plein de noms différents, mais des noms qui correspondent à un contexte. Par contre, le job, c'est le même. Tu es commercial et nous, on est designer. C'est-à-dire que notre but, ce sera toujours de résoudre des problèmes et d'aider les gens. Et donc, on peut le faire en étant centré utilisateur, on peut le faire en étant centré tech, on peut le faire en étant centré business, parce que de plus en plus, le design stratégique, c'est ça, c'est de remonter pour structurer le business et du coup d'inclure d'autres choses. Et c'est comme, tu vois, UX/UI, c'est que quand on fait UX/UI, moi, c'est un truc, je ne peux pas UX/UI. Je ne peux pas mettre une méthode à côté d'une compétence. Mentalement, je comprends que ça puisse se faire. Et je pense que l'aspect graphique du design, on reste coincé avec une vision française. Parce qu'aux US, c'est pas le cas, en fait. C'est que nous, en France, on a eu cette particularité que les graphistes sont devenus designers. Et on est encore avec cet héritage-là où on a un peu de mal à s'extirper, en fait, de cette histoire-là. Mais en vrai, je pense que
on est designer, on a différentes spé. Moi, demain, j'aimerais beaucoup qu'on ait des Sciences Co. Vous êtes psy, c'est genre un truc de ouf, tu vois. Tu es designer avec tout un aspect de psychologie ou de psychosocial. On pourrait mettre demain de la philosophie, tu vois. C'est vraiment de se dire comment on va tisser avec toutes ces domaines de compétences. Par exemple, ceux qui font des neurosciences, c'est pareil, hein, tu peux les rajouter. Ils ont un côté plus scientifique, du coup, pour le coup. Mais le cœur du truc, c'est que ce qu'on partage, le savoir-faire qu'on partage, c'est la capacité à créer un produit ou un service utilisable par des gens. Voilà, ça, pour moi, c'est le cœur du métier. Après, qu'on le fasse avec une dominante dans laquelle bah, voilà, on est hyper spécialisé, par exemple en VR, en AR, où on a une grosse sensibilité DA et compagnie, pas de problème, tu vois. Mais je pense qu'on ne peut pas cantonner les gens à un job. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je peux faire 4 jobs différents. Je peux faire 4 métiers différents. C'est pas grave, c'est juste que ça, c'est structurel. C'est par rapport à, à l'éducation en fait qui a changé. C'est-à-dire qu'on a des doubles diplômes, des triples diplômes. On n'est plus dans le truc dans lequel on t'enseigne un seul métier. Moi, dans la formation que j'avais, finalement, je suis sortie avec un métier, c'est chef de projet. Mais je peux être chef de projet, je peux être designer, je peux faire du marketing parce que j'ai une spé en market et j'ai une spé en business. Donc je me dis, bah, finalement, je peux faire 4 métiers qui n'ont rien à voir. Mais parce que nos diplômes aujourd'hui sont conçus comme ça pour nous permettre d'aller dans des écosystèmes et de nous balader, tu vois, en disant, bah voilà, on a vu plus ou moins de pourcentage de ratio de chaque spé, mais versus d'avoir fait qu'une seule spé. C'est la différence avec une école de design. Très, très clairement, tu fais l'école de design de Nantes ou Strat ou n'importe quoi, tu vas faire design pendant 5 ans. Mais tu n'auras pas fait autre chose que du design. Donc, c'est une phase, c'est un type d'école. Là, au moins, tu sors, tu n'as pas de doute sur ce que tu es. Mais tu as d'autres typologies d'écoles, comme l'école multimédia, comme, tu vois, comme l'USA ou comme les autres écoles de la tech, où aujourd'hui, le but, il est vraiment d'être capable de travailler sur une multitude de projets, pas monoprojet. Nous, on doit être capable de travailler sur du site web, sur de l'interface vocale. En fait, on s'en fout du support sur lequel on travaille. On doit être capable de comprendre et de résoudre le problème et d'apprendre très vite. Bah, pour faire ça, ça a nécessité une culture digitale importante. Et du coup, après, d'être capable de travailler dans différents contextes aujourd'hui organisationnels. Chez l'annonceur, on ne s'appellera pas pareil qu'en start-up, on ne s'appellera pas pareil que si on est entrepreneur. Je pense que, tu vois, je pense pas que... pour moi, le product design, il vient juste des strates. C'est-à-dire que il y a le design d'expérience, pour moi, qui est le truc le plus petit, c'est le design d'expérience. Tu designes une expérience, ok, très bien. Ensuite, tu as le design au niveau d'un produit. Ensuite, tu peux designer un service, c'est la strate du dessus. Un service est composé de plusieurs produits. Et au-dessus, tu vas designer une organisation. Donc, c'est là où tu fais du design d'entreprise, tu designes un concept au global, une marque. Mais tu as ces 4 strates-là. Et ton métier, ça peut être, bah, tu peux prendre un rôle différent au sein de ces 4, selon ce que tu as envie de faire, quoi. Mais je pense pas qu'on doit je pense qu'on fait erreur si on essaye de se cantonner. En tout cas, c'est mon avis. Hein. Qu'on essaie de se cantonner ou de vouloir se mettre dans un rôle. On a vraiment des compétences. Et t'es designer, le socle, ce qu'on partage tous, c'est on sait tous ce que c'est. On partage des méthodes, que ce soit l'UX, le design systémique, le design émotionnel ou n'importe. Mais en tous les cas, on a cette manière de réfléchir. Pour moi, ce qui est le commun, c'est le fait de travailler en équipe pluridisciplinaire, le fait d'avoir une culture digitale et une culture tech, et la création. C'est ça les 3 trucs qu'on partage. C'est pas UX, pas UX, on s'en fout. Pour moi, c'est pas ça qu'on partage. Ce qu'on partage, c'est une éthique et une manière de concevoir quelque chose, quel que soit ce qu'on conçoit derrière. Donc, c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là hein, qu'on raccroche quand même pas mal avec Quentin, mais je devais te poser cette question-là parce que tu as une vision assez tranchée et là, c'est peut-être la première promotion où vous avez commencé en rentrant dans une formation de UX design et en sortant alors que le métier est en train de s'appeler autrement et pour autant il est toujours là. Il y a quelque chose où on est un peu en dissonance en fait par rapport à mais ça. non, vous inquiétez pas là-dessus. Ça En fait, peut en plus, l'être, hein. vous êtes, non mais je veux dire, vous êtes pas, vous existiez avant de faire cette formation-là. Vous aviez d'autres compétences. Donc là, tu sors, t'as une spé, t'as une corde de plus à ton arc qui est l'UX. C'est tout. Après, choisis ton métier. Si tu veux faire, tu peux sortir de cette formation et te dire, tiens, par rapport à mon background d'avant, je veux faire du product management. Et j'aurai une corde UX. Ou, bah tiens, je veux faire dev et j'aurai une corde UX. Ou j'ai envie de faire designer et je vais faire de cette formation le cœur de mon savoir-faire. Mais tout ce que tu apprends, il faut savoir. Après, tu peux te dire,
à quel point je vais l'utiliser. C'est quoi le pourcentage de ce que je vais utiliser comme compétence. Mais ça reste que des trucs que tu as appris et ça n'a pas plus de valeur que ce que tu as appris avant ou ce que tu vas apprendre demain. Ce qui t'intéresse, ce qui est important, c'est toi, personnellement, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que tu as envie de faire et c'est quoi le pourcentage, la place que tu veux donner à ce que tu as appris. C'est ça qui est clé pour moi. Le reste, c'est des titres, hein, vous embêtez pas, hein, franchement. Il y a tellement de jobs, que vous faites UX, pas UX, product, pas product, ça dépendra des projets que tu as fait. Il faut savoir tout designer. Plus tu sais designer, plus tu sais faire des choses différentes, plus tu es à l'aise et plus tu peux aller partout. Mais il n'y a pas de problème à se dire, bah, si toi, tu as envie de faire, moi j'ai un profil, il veut faire qu'un certain truc, qu'un certain type de design, il adore ça, et ben, il fait que ça, et très bien. Il veut faire que du mobile e-commerce, machin, un peu funky. Il est hyper bon là-dedans, et ben voilà, il fait que ça. Pas de problème. Lui est heureux comme ça, donc tout va bien. Ok. Yes. Bah, c'était un plaisir de finir sur la conduite du développement personnel, convaincre son soi de qui on est. Mais non, mais c'est le cœur. C'est le cœur, mais oui. Vous savez que c'est mon positionnement. Pour moi, si tu ne te connais pas et tu ne fais pas de développement personnel en tant que designer, j'ai du mal à voir comment tu vas aider les autres derrière. Il faut au moins savoir comment toi tu fonctionnes pour aider des gens qui fonctionnent différemment. Tout à fait, tout à fait. Bon, allez, Bon, on va s'arrêter là-dessus. En tout cas, merci Noémie, c'était génial merci de à t'avoir vous. parmi nous. Ravi de Et- vous avoir rencontré, tout le monde. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, on te retrouvera sur Discord et en Ouais. tout cas, hésite pas, on va se revoir donc pour le workshop juste avec les UX 18 dans la semaine et voilà, vous verrez, vous découvrirez sur quoi vous allez travailler et je reviens au tout début, donc n'oubliez pas les 2 lectures que Noémie vous a proposées, la méditation sur la technique et la genèse du désir, qui peuvent être intéressantes pour s'upgrader un petit peu. J'ai juste une question. Mm. Les liens des bouquins, ils sont où? Parce que je ne les ai pas trouvés. Ils étaient dans le Si vous voulez, je vous filais parce que ce lien-là, moi, je suis les cours d'Aruna Lepchik, qui est docteur en relations humaines. Donc, elle a fait un parcours assez incroyable. Et elle a un parcours de formation qui est sur le désir mimétique, en fait. Et du coup, c'est un parcours qui est fait à la base plus pour, soit pour des gens qui font du développement personnel, soit pour des thérapeutes, soit pour des gens qui veulent enrichir leur pratique. Parce elle a un diplôme de philosophie, elle a un diplôme de psycho. Bon, bref, c'est quelqu'un qui est surdiplômé, qui est hyper intéressante. Et du coup, ce nouveau parcours sur le désir mimétique, moi, je le croise, je veux l'intégrer au design, en fait. Donc ça, c'est mon travail du moment. Mais si vous voulez savoir, ce bouquin-là, il vient de ce parcours-là, de ce parcours de cours. C'est une université en ligne de vidéo. Donc voilà. D'accord, super. Merci beaucoup. Merci. Ok, génial. Bah, de toute façon, je vais publier ça dans le channel UXUI et bah, n'hésite pas à nous le rajouter. Ouais, je vais vous l'envoyer. Top. Bon, on va s'arrêter là.